toutes et à tous et bienvenue pour ce 8e débat autour de culte post-corona et du manifeste 2020 en direct sur la page Facebook des éditions d'Envoi. Si vous avez suivi les 7 premiers débats, vous savez probablement déjà tout sur ces deux ouvrages que nous présentons ce soir. Mais pour ceux qui auraient la chance de nous découvrir aujourd'hui, je reparle très volontiers. Je vous prie d'ailleurs de vous reporter à il y a une année, au moment de l'annonce du confinement par le Conseil fédéral. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'après un moment de sidération, de stupeur, beaucoup de gens se sont mis à réfléchir, à se poser des questions. C'est une période où il y a eu aussi pas mal de découvertes. Les gens ont redécouvert la nature, ils ont découvert la lenteur, ils ont découvert le ciel bleu, les oiseaux, ils ont découvert la tranquillité, le silence. Et ce fut aussi probablement une période d'ébullition des cervelles, des neurones. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se rendait compte qu'énormément de gens étaient en train soit d'écrire ou de filmer ou de créer quelque chose à propos de cet événement qui était vraiment tout à fait inédit et complètement nouveau dans notre monde. C'est pourquoi Raphaël Mahin, puis Luc Cocon, moi-même, nous avons pensé que ce serait intéressant de rassembler tout ce produit de la réflexion et de rassembler tout cela dans un livre. Parallèlement, mais sans concertation, Michel Buller et Nago Rabel ont lancé le projet d'un manifeste 2020 en rassemblant aussi quelques auteurs pour essayer d'esquisser des pistes pour sortir de la crise et pour éviter de retomber dans la prochaine. Le tumulte aussi a pris comme sous-titre la crise en sortir et bifurquer. Depuis lors, évidemment, il s'est passé du temps, les choses ont changé. Je crois qu'à l'époque, en avril 2020, aucun de nous n'imaginait que la crise serait si longue. Et peut-être que c'est parce que ça dure beaucoup qu'en fait le tumulte qu'on espérait n'a pas vraiment eu lieu. Nous avons dû prendre acte du fait qu'il n'y avait pas énormément de débats autour de ces pistes qu'on avait essayé d'esquisser et que peut-être il fallait relancer ces discussions. Probablement que maintenant c'est juste le bon moment, encore que probablement aussi que beaucoup de gens ont juste ras-le-bol de tout ça, envie de poser ce paquet-là et de repartir vers autre chose. Nous avons l'espoir que les désirs de changement qui ont pu se manifester chez beaucoup de gens il y a une année vont revenir et probablement produire des nouveautés. Voilà, pour aujourd'hui, le titre que nous avons donné à ce débat, c'est Solidarité. La pandémie a-t-elle suscité de vraies solidarités? Je vous présente les partenaires de la discussion qui sont avec moi. Il aurait dû y avoir Stéphanie Prezioso, conseillère nationale et professeure d'histoire à l'Université de Lausanne. Malheureusement, elle nous a annoncé qu'elle était malade et qu'elle ne pourrait pas participer. Nous le regrettons beaucoup parce qu'on avait très envie d'avoir une conseillère nationale et qu'on puisse un petit peu la provoquer pour voir ce qu'elle peut obtenir du Parlement. Stéphanie Prezioso, je l'ai signalé aussi, est autrice d'un texte dans Tumulte qui s'appelle Covid-19, césure profonde, horizon possible. Césure profonde, c'est un terme qui a illustré ma curiosité, peut-être aussi la vôtre.
ce sera intéressant de voir si, malgré son absence, on essaie de trouver du sens à ce qu'elle nous disait là. Sergio Ferrari, journaliste correspondant plusieurs journaux pour l'Amérique latine, ou on dit, je crois plutôt Amérique du Sud. Amérique latine, Ça va c'est aussi, correct bon, parce que c'est compris Mexique. Ah ouais, d'accord. L'Amérique centrale. Voilà. C'est un fervent altermondialiste, co-auteur du livre collectif Ni fou ni mort, un livre qui parle justement de solidarité, qui est le récit d'anciens prisonniers politiques sous la dictature en Argentine. Et, voilà, je pense que cet exemple de solidarité-là, en tout cas, vous remplit encore de plein de souvenirs et de beaucoup d'espoir. Plus loin de moi, Claude Calabre, professeur honoraire de langue et de littérature grecque à l'Université de Lausanne, et directeur d'études à la EHESS, excusez-moi. École des hautes études aux sciences sociales. Voilà, c'est pourtant simple, mais depuis qu'on parle compréhensible, ça devient compliqué. Alors, Claude Calabre, vous êtes un observateur extérieur, vous n'avez pas participé à l'aventure timide, mais vous êtes auteur, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis mais, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont un livre collectif, si j'ai bien lu, paru en été 2020 sur la migration. Oui. Exactement. Alors, migration forcée, voilà. Ici. Migration forcée, discrimination et exclusion. Et c'est un thème que nous allons justement aborder dans ce débat. Et également auteur de plusieurs articles que vous nous avez d'ailleurs transmis, dont l'un fort bien documenté, avec la référence à l'histoire et à la culture grecque, sur le lien entre nature et culture. Enfin, je dis pour faire ça, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, donc le titre du débat, je vous l'ai indiqué. J'aurais souhaité ce soir, si vous êtes d'accord, adopter une vision à l'échelle internationale, un peu plus globale que la réalité en Suisse, mais on aura aussi l'occasion de parler de ce qui se passe chez nous. Et peut-être que je commencerai par un tour de table autour de cette question déjà contenue dans le titre qui dit vraie solidarité, ce qui laisse supposer qu'il y en a peut-être des fausses. Alors, ce sera le premier thème de cette discussion, au cours de laquelle j'aimerais beaucoup aussi qu'on prenne le temps de parler évidemment aussi d'économie, parce que la solidarité est liée à cela, et de la question des vaccins, qui est une question très brûlante à l'heure actuelle. Il y aura un deuxième thème sur les inégalités sociales, la pauvreté, la précarité que la pandémie a révélée dans le monde, mais aussi en Suisse, en nous demandant notamment quel est l'impact de ce creusement des inégalités sur l'état du monde, et en particulier sur la migration. Et enfin, évidemment, nous terminerons par des propositions, celles que vous avez exprimées dans vos écrits, et aussi en tenant compte du temps qui a passé depuis que vous avez écrit ces textes, de voir si il y a un ajustement à faire, une actualisation à faire par rapport à ces propositions, savoir surtout sur quelle force on peut compter pour les faire arriver. Voilà. Sergio Ferrari, je commencerai volontiers par vous, parce que, en fait, vous êtes le plus enthousiaste sur les solidarités internationales, que vous appelez d'ailleurs la tendresse des peuples, c'est une jolie expression. Vous avez écrit ceci partout. Je précise juste, il faut que je précise ça, que vous êtes un privilégié, parce qu'en fait, vous avez pu vous exprimer dans les deux livres. Voilà. Et, c'est justement dans le manifeste 2020 que j'ai pris le texte que je voudrais citer, parce que au fond, c'est important de voir que ce texte est pour nous un peu nouveau, on a travaillé sur l'autre, maintenant
voilà, on peut basculer sur le niveau. Alors vous écriviez partout des manifestations intenses de solidarité interpersonnelle très actives se sont déroulées. C'était les voisins, les quartiers, les jeunes, et dans les prisonniers, etc. Cependant, tout cet exercice s'est déroulé dans le cadre d'un repli profond de la société elle-même et en plus dans le cadre d'un renforcement du concept État-nation. Donc, si je comprends bien, solidarité oui, mais plutôt au niveau privé et pas au niveau des États. Est-ce que c'est juste? Oui, dans les moments que... Avant de commencer, merci beaucoup Claude de partager ces moments. Merci beaucoup Anne-Catherine. Merci beaucoup les éditions d'en bas. Je suis très ému parce que juste en face à moi, il y a une très jolie affiche historique, je pense, des premiers 25 ans des éditions d'en bas. Et la date de fondation, je viens de découvrir que c'est le 1976. Et un 24 mars 1976, nous, en Argentine, on a vécu un des moments les plus dramatiques de notre histoire, jusqu'au aujourd'hui. C'est pour ça que j'aimerais commencer le partage avec vous en pensant aussi à une quantité énorme de manifestations qu'il y a aujourd'hui, surtout digitales, et un petit groupe dans mon pays, en Argentine, et avec l'axe de la mémoire, l'histoire, la reconstruction de la mémoire, la justice, la réparation et la reconstruction, non, la reformulation de l'histoire. Quand je pense à l'Argentine 1976, je pense surtout aux 30 000 copains disparus. Et ils ne sont plus là, mais que je suis un peu contre de parler des disparus parce que finalement, ces 30 000 frères, amis, compagnons, ils sont toujours dans notre cœur. Alors, du moment qu'ils s'habitent dans nous-mêmes, ils ne peuvent pas être disparus. Ils sont dans un endroit concret. Pourquoi je commence avec ça? Parce que peut-être à la fin, dans le troisième bloc annoncé, et si on parle de solidarité, je pense qu'il y a une composante de la perspective du futur, de parler de la solidarité construite à partir de la mémoire. Et la mémoire, c'est universel. Ce n'est pas seulement d'un pays, d'un groupe de nations. Je pense que c'est un chemin à construire dans le futur, comme on peut, sur la base de la reconstruction de la mémoire collective dans différents endroits de la planète, identifier aussi une partie d'une nouvelle solidarité. Mais avant d'avancer à ça, je reviens à votre question ou à votre annonce. Dans la première pandémie, j'ai senti beaucoup ça. On était isolés et on était très frappés pour une situation qu'on ne connaissait pas bien. On imaginait peut-être 2-3 mois, on voyait que ça passait, que ça n'améliorait pas tellement. Et j'ai senti, en regardant au niveau des médias sociaux et aussi de la réalité quotidienne, et qu'il y avait un grand esprit de communication entre les voisins, entre les amis, des téléphones. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux faire ça? Dans le cas de quelques personnes qui étaient malades, aussi comment on fait entre les copains, les amis, les voisins pour être présents. Fantastique, génial. Mais en même temps, en parallèle à ça, j'ai senti que l'Europe tombait sur soi-même. Que d'un moment à l'autre, il y avait les accords de Schengen qui tombaient, que les restrictions des frontières, elles étaient là, qu'on ne pouvait passer pas de Genève à la frontière française si les familles étaient divisées. Ça m'a donné beaucoup d'images même de la pré-tombée du mur de Berlin, quand il y avait des familles séparées pour cette... Alors, dans l'argumentation que j'ai essayé
et avancé, parce que je n'ai pas pu développer dans ces moments-là, c'est ça. J'ai senti qu'il y avait d'un côté une dichotomie ou une contradiction dialectique entre ce qui était la quotidienneté de nous-mêmes dans l'activité proche et toute la politique des États qui, devant la panique d'une pandémie, pas seulement en Europe, ça passait en Amérique latine, ça passait les frontières des États-Unis avec le Mexique. Je pense que c'est une réaction universelle de dire on se protège à nous-mêmes parce que c'est le premier pas de la sécurité nationale. Et alors, derrière cette vision d'assurance nationale, de sécurité nationale, que ce n'était pas formulé comme ça, mais c'était implicite dans les décisions que nos gouvernements ici en Europe, en Amérique latine, ils ont pris, ça m'est venu d'une façon ou l'autre, de certaines définitions des moments de crise dans des autres moments de l'histoire où, devant l'ennemi, on doit se renforcer. Et après, sans aucun doute, Claude va développer plus, et tout ça mélangé à la question de la frontière aussi pour se protéger de l'autre. C'était un moment très compliqué à niveau de l'identité suisse, de l'identité italienne, même vis-à-vis l'Italie. Dans les moments que ça a commencé à frapper, je me souviens du moment dramatique de Bergame, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Non, c'est là, mais on va essayer de stopper. Et dans un moment même, il y a eu un mini-débat de société en Suisse. Qu'est-ce qu'on fait avec les appareils pour la respiration artificielle? Comme on dit, les respiratoires. Voilà. Parce qu'il y avait des demandes concrètes, il n'y avait pas assez en Italie. Il s'est posé la question. Je pense que chacun de nous, on intériorisait la question. Qu'est-ce que ça passe si on envoie ces appareils en Italie ou en France, mais dans une semaine, je tombe à l'hôpital, au CHUV de Lausanne ou à l'INSEP-Hôpital de Berne, et moi, je n'ai pas un appareil pour moi. Et c'était intéressant parce que je pense que ce n'était pas automatique, même pas de la perspective progressiste ou avancée à niveau idéologique, comment on pourrait vraiment se positionner dans ces situations de crise vis-à-vis à cette nouvelle réalité pandémique. Et c'est pour ça que j'ai développé ça, mais je n'ai pas trop parlé pour ne pas fatiguer nos amis qui sont en train de nous observer via la caméra. Est-ce que vous dites, si je revenais avec deux questions, la première, c'est justement sur la question de l'histoire. C'est un élément nouveau dans le débat qu'on a autour de Tumulte, parce que Tumulte, c'est vraiment très, très ancré dans le présent. Mais ça évoque des réflexions sur est-ce qu'à un moment donné, dans 30 ans, est-ce qu'on a déjà la mémoire des autres pandémies qu'on a connues? Est-ce qu'on en a fait quelque chose? Est-ce que dans 30 ans, il y aura peut-être un travail de mémoire à faire sur ce qu'on a vécu? Et là, peut-être, Claude Calam, vous, qui, dans vos écrits, vous avez justement toujours ce regard vers la mémoire, vers l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à propos, puisque le thème, cette première partie du débat, c'est la solidarité, j'aimerais quand même partir plutôt de la conjoncture actuelle. Et quand je dis conjoncture actuelle, la conjoncture, disons, politico-idéologique actuelle, et quand je dis conjoncture actuelle, je pense que les différents paramètres de cette conjoncture que nous allons examiner maintenant, critiquer aussi maintenant, ils ont simplement été accentués par la crise sanitaire déclenchée par la pandémie en février-mars dernier. Et c'est un point sur lequel j'aime bien insister. Il y a déjà une crise économique, une crise idéologique aussi en cours. Et évidemment, tous ces problèmes se sont cristallisés avec des conséquences que nous avons envisagées tout à l'heure, notamment sur les populations les plus précarisées. Auteur d'ailleurs
dans les pays d'Europe que dans les pays du Sud, des pays qui n'ont pas les moyens dont nous disposons nous-mêmes. Et alors, euh, à propos de solidarité, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce nouveau concept de délit de solidarité. Pourquoi ce délit de solidarité? Pourquoi la solidarité, dans la conjoncture actuelle, qui s'est dessinée à partir des années 2000 à peu près, peut devenir l'objet d'un délit, c'est-à-dire passible d'une action en justice, hein. Et je pense par exemple aux personnes qui soutiennent les exilés qui tentent de passer la frontière entre l'Italie et la France, dans la vallée de la Roya, mais aussi plus haut dans les Alpes, notamment au col du mont Genève, pour tenter de redescendre sur Briançon. Et les personnes qui, de manière bénévole, tentent de les soutenir, tentent de les accompagner, risquent d'être accusées de délit de solidarité. Et il en va de même à l'exclusivité de la France, il en va de même en Suisse, hein, si d'une part si l'on parraine et qu'on abrite éventuellement des personnes qui sont dégoûtées de l'asile, qui sont frappées d'une décision de renvoi, si l'on facilite aussi l'entrée de jeunes migrants en Suisse, on est accusé et on est passible d'un procès. Vous voyez les actions arrêtées contre Annie Lance, par exemple, pour revenir tout à l'heure. Et alors, de manière beaucoup plus générale, ce qui me semble le jeu ici, je reviens au concept de solidarité, ce qui me semble le jeu ici, c'est la notion, et la notion, je dirais, la notion néolibérale de l'individu, mais aussi la notion néolibérale de la liberté. Cet individu qui est donc désormais centré sur le développement de soi, sur la satisfaction de ses propres envies, de ses propres besoins, dans la concurrence, dans la compétitivité avec les autres. Et ceci au nom d'une liberté individuelle, sans aucun doute, mais d'une liberté qui s'avère être finalement une liberté essentiellement marchande. Hein. C'est la liberté de consommer, c'est la liberté aussi d'accumuler, et c'est une liberté qui s'exerce naturellement au détriment de la liberté ou de l'exercice de liberté des autres. Et ceci aussi bien à l'intérieur d'un pays riche comme la Suisse ou d'un pays européen que naturellement dans les relations entre les pays, ce que j'appelle les pays du Nord pour faire rapide, et les pays du Sud. Et c'est une conception de la liberté, et surtout une conception à la fois une conception de la liberté et une conception de l'individu qui ignore que tout individu se construit, que tout individu entretient son identité en relation avec les proches. Et ceci pas seulement durant la période de l'enfance, durant toute la période de la formation, mais durant toute sa vie, son identité propre, son appel, son désigne comme identité individuelle. Je suis désolé vraiment de faire ça avant. Pardon. Je disais donc que oui, l'individu donc se construisait avec les autres, et non, il se construit non seulement avec les autres, mais il se construit en interaction avec les autres. Hein. Et pour cette raison, cette interaction entraîne une réciprocité, et une réciprocité, dans des termes d'anthropologue, disons, j'appelle une réciprocité anthropopoïétique, c'est-à-dire cette idée de la construction sociale, de la construction culturelle,
de l'homme, mais naturellement en relation avec les autres. Est-ce que c'est ça Et qu'on tout pourrait appeler solidarité? Et alors, je reviens justement à la solidarité. De cette mesure, l'exercice des droits individuels, l'exercice d'ailleurs aussi des droits sociaux, même l'exercice des droits de la personne, implique des devoirs. Et parmi ces devoirs, le devoir de solidarité. Merci. On reviendra sur les questions d'économie. Voilà. J'avais encore une question pour Sergio. À part ces solidarités individuelles privées, vous faites beaucoup allusion à des mouvements larges, aussi dans l'histoire d'ailleurs. Vous dites qu'il y a eu des très grands mouvements de solidarité, vous citez le Vietnam, l'apartheid en Afrique du Sud, qui ont été vraiment des courants très forts à travers le monde. Et là, vous faites allusion maintenant, dans le présent, à Via Campesina ou à la Marche mondiale des femmes. Et ça, je voulais juste revenir là-dessus parce que je voudrais justement savoir si, à votre avis, d'abord, c'est un appui sur lequel on peut compter pour aller plus loin, pour apporter des changements, justement, meilleure solidarité, je dis ça comme ça, maintenant, pour faire simple. Est-ce que ces mouvements se sont développés? Est-ce que, au contraire, ils ont eu... Vous citez aussi d'ailleurs des exemples précis qui se passe au Brésil avec le mouvement des sans-terre. Peut-être juste un mot là-dessus qu'on voit, à part le manque de solidarité des États et la solidarité individuelle, il y a d'autres mouvements plus larges sur lesquels on peut compter. C'est intéressant la question du Brésil, j'ai fait en vitesse, mais le mouvement sans terre et des producteurs de la terre, que pour moi c'est le mouvement social le plus développé à niveau de pédagogie, de conception. Le mouvement sans terre occupe la terre. Qu'est-ce qui est fait comme première chose? La construction d'une petite école, avant que n'importe quelle autre chose. Alors, il y a toute une conception de construction, de pédagogie de l'opprimé, de développement de la conscience. Et dans cette situation, eux, ils sont dû assumer un peu le rôle que l'État n'assume pas, que Bolsonaro n'a pas assumé, et l'exercice de solidarité à l'intérieur du Brésil des mouvements sans terre, comme la Marche mondiale des femmes. J'ai interviewé avant-hier Renata Moreno de la direction de la Marche mondiale des femmes du Brésil. C'est quoi? C'est justement d'assurer la nourriture des familles appauvries. C'est un travail qu'on dirait, non, c'est fou, c'est presque la question Caritas ici en Suisse. Mais dans le contexte du Brésil, de remplacer cette manque d'attention de la part de l'État, ça devient essentiel et c'est comme l'élément clé de la solidarité actuelle. Mais pour ne pas rester dans l'exemple du Brésil, qu'est-ce que ça signifie pour moi, la solidarité? La solidarité, ça devrait être un tremplin, un moyen pour réunir, approcher et consensuer les organisations, les mouvements sociaux les plus développés à niveau planétaire, qu'ils sont la plus grande énergie, qu'ils développent une vision stratégique de prise de pouvoir, pourquoi pas, de rassembler tout ça dans la construction d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle définition du monde. Alors, quand je pense à solidarité, je dis finalement, et ce n'est pas seulement moi qui je dis, c'est la vision internationaliste des organisations type Marche mondiale des femmes ou bien de Via Campesina. Ils disent que la solidarité, c'est le moyen pour développer des acteurs sociaux partout dans la vision d'avancer ensemble vers un objectif qu'on pourrait parler de notre monde possible, un monde beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. De la perspective, de cette perspective de solidarité, pour moi, les grands défis d'une situation pandémique, c'est de dire
surtout dans une situation comme ça, on ne casse pas la communication entre les acteurs. On doit continuer à communiquer, on doit continuer à socialiser, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que fait le mouvement sans terre, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font les mouvements des paysans de l'Inde, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, unitaire en Suisse, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils pensent le mouvement pro-réfugiés en Suisse. C'est-à-dire, les grands défis de la solidarité dans cette étape, c'est aussi pour la Suisse, comment on peut développer des perspectives concrètes, qui peut-être on avance un petit peu à cette troisième vision, des objectifs, des méthodologies, des pédagogies, des travail quotidien à niveau du quartier, à niveau de la réalité suisse, pour approcher le jeune Suisse qui est dans le mouvement de défense du climat avec les militants du mouvement sans terre qui est au Brésil, qui a la même vision de défense du climat. Alors, quand je pense à solidarité, je pense dans une vision très globale, très stratégique et peut-être après, je reviens, ça exige aussi à nous, comme militants historiques de la solidarité, nous reformuler qu'est-ce que c'est la solidarité. Parce que je pense, mais après on peut revenir, on a des habitudes de la solidarité qui viennent de la solidarité des années 60 et 70, avec le Vietnam, avec le Cuba, avec les zapatistes, avec les mouvements de libération de l'Amérique centrale, avec les maires et les grands-mères de Plaza de Mayo en Argentine. C'est tout bien, ça c'est correct, c'est important, c'est la réalité concrète, mais à mon avis, dans ces situations de globalisation, et la pandémie nous confronte à ça, ce type de solidarité c'est insuffisant, parce que ça reste dans la question locale, aux petites thématiques. Et dans ces moments-là, c'est le moment que vraiment le mouvement, les acteurs sociaux partout, ils doivent dire pas la question locale, la petite question de toute seule à construire, c'est la question globale qu'on doit regarder. Et la perspective pandémique, je pense, que le mouvement de solidarité nous confronte une réflexion. Je ne sais pas si on a réussi pour le moment à le faire. Il y a juste un exemple qui me revient en tête, c'est parce que vous citez Cuba, c'est les médecins cubains qui ont été partout, dans plusieurs pays, pour aider dans la pandémie. Et apparemment, quand eux-mêmes ont cherché à obtenir des respirateurs, ils ne les ont pas obtenus à cause des restrictions des États-Unis et des autres pays. Une expression de solidarité. Pour moi, en particulier la Suisse a respecté l'embargo ordonné par les États-Unis et n'a pas répondu à C'est quand même incroyable. Ça, comme exemple, vraiment, le manque de solidarité, c'est juste. Absolu, et pas seulement ça. En parallèle, il y a toute la campagne médiatique en disant que les médecins cubains, que l'État restait avec les salaires que les médecins de brigade cubains qui étaient partout. C'était une manipulation médiatique totale. Et jamais, ce qu'ils ont critiqué aux médecins cubains et aux brigades, ils ont parlé qu'il y avait le développement. Je reviens à la question des vaccins. Parce que, oh là là, si on parle des vaccins. Ok. Non, parce qu'il y en a, dans quelques mois, il y aura la souveraine à 5 millions de doses des vaccins anti-Covid construits par un pays du Sud, comme tu dis, un pays, les seuls pays latino-américains avec l'embargo qui est en train d'essayer de développer ces technologies. Pour le moment, j'ai pris note, parce que là, ce que vous avez dit sur cette conjonction des c'est un point pour discuter de ce qu'on va faire après, et sur lesquels on peut compter. Et justement, je voulais revenir à cette solidarité par rapport à un système économique qui se poursuit. En citant d'ailleurs un passage de Stéphanie Prezioso, c'est justement là où elle parle de la saison populaire.
où elle dit ceci. Donc elle parle des bonnes résolutions, des messages justement sympathiques sur les réseaux sociaux surtout le début de la pandémie. Et elle dit que cet empilement de solutions individuelles exclut la réalité globale dont et hors Occident, chasse les idées de pauvreté et les risques sanitaires à l'échelle collective et plus généralement entre privé et public. La pensée positive associée à la responsabilité individuelle a pour effet de dépolitiser le débat et de renforcer les hiérarchisations de classe, de genre, de race. Donc, au fond, pour elle, toutes ces solidarités individuelles, c'est vraiment quelque chose qui masque le vrai problème. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai compris cette idée de césure. Je ne sais pas, Claude Kahn, si c'est comme ça. Non, ce qui me concerne, moi, je ne parle pas du tout de césure. Je dirais que ces gestes de solidarité, concrets, au contraire, doivent nous encourager à envisager le problème de manière globale. Et de manière globale, j'aime quand même bien m'appuyer toujours sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'être humain, qui n'est pas tombé dans le travers du genre. Mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà des droits individuels, cette déclaration de ces articles 25, 24, 25 et 26, ce sont des articles qui en général ne sont pas cités, énoncent une série de droits qui sont des droits sociaux. Et parmi ces droits, il y a l'alimentation. Je viens de citer un exemple au début de votre intervention. Il y a naturellement la santé, il y a la formation, les écoles, sont conséquences des mesures d'ajustement structurel imposées par le FMI, par la Banque mondiale et par les pays du Nord aux pays africains, par exemple. Il y a naturellement aussi le logement, indispensable le travail, et puis tout aussi indispensable par ailleurs la culture. Et la question qui se pose, c'est celle de savoir, au-delà des gestes de solidarité concrets auxquels on a assisté, je trouve tout à fait positifs, et qui signifient que nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes portés à la solidarité, ne serait-ce que par ces échanges d'ordre anthropoétique, mais quelles institutions désormais sont capables d'imposer ces droits sociaux. Alors, on se tourne naturellement vers l'ONU. En ce qui concerne l'immigration, l'ONU a fini par élaborer un pacte mondial sur l'immigration, lequel la Suisse, dans un premier temps, s'était engagée. Finalement, sous l'influence de Ignacio Cassis, naturellement, il n'a pas retiré sa signature, mais il a retenu sa signature, mais ce pacte d'immigration de l'ONU, global, est uniquement enfin, il n'est pas. Les principes qu'il énonce ne sont pas de l'ordre de l'obligation. Donc, on ne peut pas intenter d'action juridique à partir de ce pacte. Et c'est un des problèmes qui se pose à nous, c'est celui des institutions qui seraient capables d'imposer les principes de justice sociale, de justice environnementale, et en ce qui concerne le migrants, par exemple, le principe de la liberté de circulation et d'installation. D'accord. Donc là, effectivement, cette réalisation de ces droits nécessite quel type d'action? Parce que vous avez cité l'ONU, enfin voilà, oui, l'organisation capable de faire pression sur les États pour qu'ils respectent ces droits. Ou alors, est-ce que c'est la justice? Actuellement, par exemple, il y a des actions en justice pour le climat, pour
condamner les États qui n'en font pas assez. Il y a des actions en justice, il y a toute une discussion autour de vous en parlez aussi, Sergio aussi, je crois, sur l'identité judiciaire de la terre, mère. Donc, est-ce que c'est des pistes qu'on peut suivre dans ce sens-là? Alors, du point de vue de l'exercice de la justice et du respect de ces droits, notamment des droits sociaux qui sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, là nous sommes particulièrement déterminés. Et nous, par exemple, en ce qui concerne les migrants, en ce qui concerne les droits, le respect des droits des exilés et des exilés, il y a eu plusieurs sessions du tribunal permanent des peuples, mais le tribunal permanent des peuples n'a pas de possibilité d'agir sur les gouvernements concernés. Et puis maintenant, je suis associé à la dénonciation des dizaines de milliers désormais d'exilés et d'exilés qui sont morts dans la traversée de la Méditerranée, entre la Libye, la Méditerranée centrale, entre la Libye et l'Italie du Sud, voire la Grèce. Donc une dénonciation et une plainte argumentée par un document de plus de 200 pages auprès de la Cour pénale internationale, mais là aussi, on le voit avec les Palestiniens et Israël, il est extrêmement difficile de faire réaliser les décisions, les sentences, disons, de rendre actives les sentences de la Cour pénale internationale. Donc là, on monte véritablement dans ce Entre-temps, il y a une question qui est venue pour vous, elle n'est pas tout à fait dans ce qu'on est en train de discuter, mais je vous la pose quand même. Elle s'adresse à vous, Claude Calam. Que pensez-vous de la charte de Palerme de Léo Calam, c'est la mère de... Oui. Beaucoup de bien. Vous voulez en dire plus? Comment? Non, cette charte de Palerme, d'ailleurs, en correspondance avec une déclaration de la maire de Lampedusa qui a témoigné au Dies Academicus de l'Université de Genève il y a 2 ans. J'étais beaucoup impressionné, très impressionné par son discours et par son texte. Et il y a là des positions convergentes. Et une des choses qui m'a frappé dans la conclusion que tire son nom m'échappe, la mère de Lampedusa, de sa déclaration à l'Université de Genève, c'est que la question, notamment des disparitions et des morts des migrants de Lampedusa, ils sont toujours confrontés depuis de nombreuses années. La conclusion, c'est que le problème est humanitaire, tout à fait évident, et que le problème est aussi un problème politique. Alors, je parlais tout à l'heure du pôle juridique, c'est surtout politique que nous devons agir. Alors, je reviens alors maintenant justement à cette question de l'économie, parce que est-ce que le système néolibéral dans lequel nous vivons est précisément un obstacle qui empêche la réalisation des droits? Là, je cite un passage d'un texte que vous avez écrit qui dit ceci: le confinement a démontré l'extrême fragilité d'une économie de marché obéissant à la seule loi du profit. Donc, c'est original jusque-là, mais on constate que désormais la valeur d'usage est l'unique valeur, la valeur d'usage et la valeur symbolique des objets produits sont subordonnés à l'unique valeur d'échange. Et vous citez d'ailleurs, avec les ressources de la planète, on place aussi maintenant, entre guillemets, les ressources humaines. Ici, c'est du matériel et des ressources à exploiter. Et d'ailleurs, Stéphanie Prezioso aussi, elle parle à un moment donné, elle cite aussi un économiste qui parle d'un trou noir
de l'économie néolibérale, Jean-Marie Arribet. voilà, Jean-Marie Arribet. qui avale absolument tout. Mm. Et on arrive aussi bien des deux côtés, de Stéphanie et de vous, à cette idée de la marchandisation du monde. Mhm. Et là, voilà, c'est un terme donc, qui fait aussi de la vie humaine une marchandise, pas seulement pour l'exploitation des forces de travail, mais aussi par rapport aux biotechnologies, hein, où on fait des pièces de change. Voilà. Votre avis là-dessus est assez bien aussi. Là, j'aurais peut-être deux remarques. Il faut d'abord comprendre, on a compris, je pense, que notre système économique, par rapport à notre système financier, est entièrement centré sur la croissance et sur une croissance mesurée justement en termes économiques et en termes financiers. Et désormais, autant la crise économique et désormais la crise sanitaire auquel nous sommes confrontés, avec ses conséquences destructrices, mais aussi la crise environnementale qui est la nôtre, on constate aussi les effets de destruction, impose non pas une décroissance, mais une autre croissance, c'est-à-dire une croissance, et je pense évidemment surtout j'appelle, ce que j'englobe comme ça, de manière extrêmement simple, les pays du Sud, une croissance, naturellement, une forme de développement, mais une forme de développement qui ne répond plus aux seuls critères économiques, c'est-à-dire à la nécessité de produire et de produire pour enfin, pour le profit et pour l'accumulation des profits au bénéfice, évidemment, peut-être au bénéfice des multinationales, au bénéfice de grandes entreprises, au bénéfice de leurs CEO et de leurs actionnaires, mais naturellement aussi au bénéfice des multinationales qui, notamment dans ce grand mouvement de la mondialisation entraînée par cette exigence de la croissance, ces multinationales qui sont le relais, sinon la courroie d'entraînement. On a déjà dénoncé à l'occasion de la votation du résultat. Le résultat n'a pas été celui qui était tout de même public. On a dénoncé évidemment les travers, les stratégies. Et, oui. Justement, j'aimerais prolonger là-dessus en rappelant que je crois que c'était dans le programme des Verts allemands, il y a quelques années, que j'avais lu une proposition disant, au lieu de délocaliser les entreprises et la production, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes pendant la pandémie, on ferait mieux de délocaliser les technologies, le savoir, et de relocaliser la production. Et ça m'amène à faire le pas avec les vaccins. Parce que c'est au fond exactement ce qui se passe. Actuellement, dans la question des vaccins, les pharma et les pays riches s'opposent à délocaliser le savoir-faire de manière que tous les pays puissent produire ce dont ils ont besoin. Et ce savoir-faire qui est protégé par les brevets et par la protection de la propriété intellectuelle. Alors, est-ce que c'est une voie, c'est peut-être, vous direz que c'est peut-être un peu illusoire, mais pour aborder cette question des vaccins, je trouve qu'il n'y a pas meilleur exemple de montrer à quel point cette distribution de la production à travers le monde est problématique dans la mesure où elle empêche des sociétés d'être approvisionnées comme elles devraient l'être. Et je recherche. Ouais, non, non, allez-y. Voilà, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur les vaccins. Et je rechercherai même sur le propos en mentionnant que
problème tel que vous le formulez, il se pose en Suisse même. Si nous avons dû recourir à ce confinement strict pendant la première vague de l'épidémie, c'est tout simplement parce que les masques manquaient. Hein. Et pourquoi est-ce que les masques manquaient ici? C'est parce qu'on en avait confié, non seulement on avait confié la production à la Chine, mais on avait confié la construction des machines pour produire les masques à la Chine. Donc il a fallu racheter à la Chine non seulement des masques, mais également les machines pour les produire. Donc ça, c'est une des conséquences, d'ailleurs, de ce remouvement de la mondialisation qui entraîne justement la délocalisation. Et alors, il s'agirait de savoir maintenant selon quels critères on relocalise, et on relocalise naturellement dans la perspective d'un rééquilibrage entre les pays les plus pauvres et les pays qui sont devenus désormais les pays producteurs pour nous. Hein, il y a des conditions, c'est l'industrie textile au Bangladesh qui touche à l'esclavage, d'une part, et cette relocalisation de la production, vous avez tout à fait raison de le dire, implique de notre part, naturellement, une délocalisation des technologies de manière à ce que les pays les plus défavorisés puissent produire eux-mêmes les différents produits qui permettent de satisfaire ces besoins sociaux, les besoins sociaux que j'ai mentionnés, qui sont inscrits notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a là tout un rééquilibrage à obtenir, mais par quel moyen? Point d'interrogation. Sergio Ferrari, vous parlez dans vos textes de ce principe qui est cher à beaucoup d'entre nous, de pensée globale et agir local. Et ce qu'on vient de discuter me paraît être un exemple de cette notion-là. C'est-à-dire penser vraiment, faire avancer les connaissances et les moyens de fournir ce qui est nécessaire à la société doit être diffusé largement, par l'information, peut-être par l'aide de développement, je ne sais pas. Et en revanche, chaque État, pour quel âge vous parlez-vous aussi de donner l'exemple de l'économie sociale et solidaire, donc c'est un exemple comme ça. Est-ce que cette possibilité de diffuser les technologies et de produire local, c'est un peu dans le sens de ce que vous voyez? Je pense que c'est je laisse parler des vaccins. Non, c'est hyper compliqué parce que je pense au vaccin. Je pense au vaccin comme exemple. Non, dans le sens que finalement, le problème, ce n'est pas la volonté, c'est qu'on peut. C'est la réalité de qui contrôle le pouvoir économique mondial aujourd'hui. Et c'est ça, on peut avoir 100 000 théories, mais quand je vois que dans les premiers 9 mois de la pandémie l'année passée, les méga riches de la planète, ils sont en 9 mois récupérés ce qui éventuellement ils auraient pu perdre dans ces 9 mois à cause de la pandémie. En même temps, les calculs des organisations internationales disent que les secteurs les plus pauvres de l'humanité, ils vont devoir attendre 10 ans pour récupérer les niveaux avant de la pandémie. Alors, première constatation. La deuxième constatation, les grandes 10 fortunes les plus énormes qu'on connaît, et Bill Gates, tout ça, pendant la première étape de la pandémie, ils ont fait une fortune, ils ont appris la fortune en 540 milliards de dollars en 7-8 mois. C'est-à-dire, le problème, c'est derrière toute la question du mécanisme, c'est le contrôle et le pouvoir concret. Ici, cette monopole, cette transnationale, ils ont le contrôle juridique des patents,
idée droit de production qu'ils ne vont pas lâcher, ça crée un problème vraiment des risques, des points de tension entre la crise sanitaire qui exigerait la délocalisation comme Inde et Afrique du Sud. Ils sont en train d'exiger et de demander avec un grand soutien de plus de 100 nations au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, des Nations unies, et avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a aussi une fracture au niveau des organisations internationales. Mais les monopoles, les transnationales, ils ne vont pas relâcher parce que là, c'est l'assurance totale du revenu. Deuxième problème, que pour moi, cette crise crée une dette. C'est-à-dire, on est en train de distribuer autour de la crise pandémique les gâteaux de mariage, que c'est comme ça de grand. Mais quelqu'un va devoir refaire ces gâteaux de mariage. Et je pense que aussi ça commence à devenir les points de tension de l'humanité, comment on va discuter la distribution du revenu et comment on va distribuer la distribution du paiement de cette dette produit interne brut international. Les noms, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais il y a quelqu'un qui va payer cette dette. Et pour le moment, les internationales, ils ne sont pas d'accord de relâcher et de dire non, on devient plus humanitaire parce que les pauvres qu'ils ont supporté la crise pandémique, ils n'ont rien à payer. Ça signifie aussi la dette extérieure, la dette nationale, tous les niveaux. Et dans ces cadres-là, on sent que, et moi je vais revenir à un point parce que je ne veux pas que ça se m'échappe des organismes internationaux. J'ai une grande préoccupation au niveau du comportement des organisations internationales des Nations Unies. La première chose, la faiblesse concrète de certaines organisations comme l'Organisation mondiale de la santé. Au milieu de la pandémie, elle est obstaculisée, attaquée par l'administration Trump, et elle est à la limite, pas de disparaître, mais de s'affaiblir dans une façon énorme dans sa fonction rectrice de conduction de la pandémie. Il y a la volonté politique d'un État puissant qui décide d'obstaculiser l'Organisation mondiale de la santé. Et un autre exemple, j'arrête là, que pour moi c'est significatif parce que c'est stratégique et c'est lié à la pandémie. On est en train d'organiser le sommet mondial de l'alimentation, qui ça va être dans le mois de septembre, octobre et novembre, selon la convocation des Nations Unies. Qu'est-ce qui fait les Nations Unies? En juin 2019, les Nations Unies, Antonio Guterres, qui a une rhétorique impressionnante, progressiste, signe un accord avec qui? Avec les forums économiques de Davos pour commencer à évaluer comment on va établir la conception de ce sommet mondial de la nourriture, de l'alimentation, de la... En même temps, quelques mois après, ça c'était juin 2019, octobre 2020, il y a la FAO, c'est-à-dire l'organisation internationale qui doit suivre, il doit essayer de résoudre le problème de l'alimentation, qui signe un accord avec CropLife, que c'est une sorte de plateforme de tous les grands transnationales qui produisent les pesticides dans le monde. 70% du contrôle du marché sont dans les mains de 6 ou 7 grandes entreprises, y compris Syngenta, Bayer, etc., etc. Et la FAO fait un accord explicite de partenariat stratégique avec cette plateforme pour commencer à voir comment on va structurer les sommets mondiaux de l'alimentation de fin 2021 post-pandémie. Alors, à moi, ça me donne une allergie parce que c'est pas à moi, c'est Via Campesina que le 3 mars, dans le Conseil des droits humains de Genève, a dénoncé avec le soutien du CETIM cette position. Il y a des centaines d'organisations à niveau mondial, y compris Via Campesina, des scientifiques sociaux, des ONG, qui sont en train de dénoncer parce que le problème, c'est là. Qu'est-ce qu'on va manger après la crise? Les problèmes de la nourriture et comment les Nations Unies, qui devraient être l'organisation
qui nous permettent une certaine, ou qui devraient permettre, pas à moi, mais de diriger une certaine gouvernance planétaire, elle est en train de claquer aux intérêts internationaux qui contrôlent aussi les vaccins. Alors, la perspective globale, politique, que vous avez parlé, juridique et contrôle économique, pour moi, c'est assez tumultueuse et très préoccupante pour revenir à notre publication. Je rappelle quand même qu'au début des années 2000, les pharma avaient menacé leur procès l'Afrique du Sud qui produisait des génériques de médicaments pour lutter contre le sida. C'était un véritable fléau en Afrique. Les gens mouraient parce que les médicaments, il n'y en avait pas dans les pharmacies, mais à un prix tel qu'ils ne pouvaient pas les payer. Et la solution qui a été finalement proposée par les chefs pharma, c'était de leur donner un certain stock de médicaments, ce qui était pire en quelque sorte. Mais enfin, quand même, ça veut dire qu'il y a parfois des mouvements qui peuvent aboutir à ébranler. Voilà. En tout cas, dans la question des vaccins, voilà. Cette position commune de plus de 100 nations, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, qui publiquement a dit que le Conseil de sécurité devrait se prononcer, c'est incroyable. Mais en même temps, il y a la nouvelle responsable de l'organisation de l'OMS qui vient et qui dit, pour moi, la grande préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas les mettre avec cette question, c'est plutôt la distribution des vaccins, c'est-à-dire COVAX. Alors, je peux comprendre, et c'est important les COVAX, on ne peut pas laisser tomber cette initiative des Nations Unies de distribution des vaccins aux pays, surtout des faibles revenus et moyens revenus. Mais c'est une partie infime dans ce moment de la crise pandémique, une partie très petite de la distribution. Et les contrôles continuent à être les grands pouvoirs. Et c'est pour ça que je venais à Soberana de Cuba. C'est pas anecdotique, mais c'est le seul pays du Sud qui est en train de préparer, grâce à un effort énorme de cette production biopharmaceutique qui développe depuis des années, un vaccin qui pourrait être alternatif, qui pourrait être livré au marché international 100 millions de doses à un prix équitable, et que je pense que pour beaucoup de pays du Sud, comme vous avez dit, ça pourrait être une perspective aussi dans le cadre de la possibilité de développer. Ça ne m'étonne pas que le mois passé, dans un voyage du président argentin Alberto Fernández au Mexique, ils ont discuté avec AMLO, avec le président López Obrador, le président du Mexique, justement comment on fait pour produire en Amérique latine, qui on a toutes les ressources, et des vaccins pour ne pas avoir ce niveau de dépendance des grands internationaux. Et la dernière chose, c'est idéologique. On ne peut pas oublier. Jusqu'il y a un mois, personne en Europe, en Suisse, parlait du vaccin russe. Personne. C'était vraiment le péché. Je ne suis pas trop Poutine, mais déjà dans beaucoup de pays du Sud, les vaccins russes existaient, et c'était une réalité, les Sputnik 5, c'était une réalité, et il fallait que dès l'ANSET, la publication spécialisée en santé, disent non, il y a plus de 90% de sécurité dans l'application du vaccin, que Mme Merkel reprend la question dans les moments de crise de livraison de doses à l'Union européenne, et d'un moment à l'autre, tout ils ont commencé à parler de la Sputnik 5 comme une possibilité même pour l'Europe. Alors là, c'est la partie idéologique du problème des vaccins de la pandémie qui est très présente. Les mauvais, des fois, ils n'ont pas même le droit à proposer un vaccin. Ouais, je crois qu'on va peut-être avancer un peu. J'aurais juste deux remarques, elles sont brèves, à ajouter. Ce que vous venez de dire, on est parti de la question que vous avez formulée de cette manière, mais finalement, qui détient, qui contrôle le pouvoir économique? Et une des choses qui m'a frappé à l'issue de cette
année entière de mesures de confinement et de semi-confinement, c'est que si ça a naturellement accentué la crise économique dans laquelle on est engagé, en tout cas depuis l'année 2008-2009, depuis la crise financière. En revanche, du point de vue financier, la bourse s'est très bien portée. Il n'y a pas du tout eu la bourse. Et ce qui est inquiétant, c'est cette déconnexion entre l'économie, ce qu'on appellerait l'économie réelle, qui n'a pas de réponse à donner, et puis le domaine financier. C'est vraiment pour moi une question, une question importante. Et, et alors, à propos maintenant des grandes entreprises et des entreprises multinationales, notamment le pharma, il faut compter aussi avec alors, le problème des brevets, tout à fait d'accord, mais il y a aussi la question des tribunaux arbitraux, s'ils ont des pratiques qui enfreignent les règlements environnementaux ou les règlements sociaux des pays concernés, ces tribunaux arbitraux agissent indépendamment de ces juridictions nationales et en général donnent raison au multinational. Hein. On disait tout à l'heure, mais il faut agir sur le plan politique, mais il faut voir aussi que le cadre politique, et notamment le cadre politique démocratique, est souvent court-circuité quand il s'agit de prendre des mesures concrètes, autant du point de vue social que du point de vue environnemental, par cette juridiction, comme on l'appelle une juridiction d'exception. Et puis la troisième remarque, alors c'est sur les vaccins, il faut penser aussi à la situation de la Suisse. C'est inconcevable pour moi que avec la présence des pharma, notamment de Novartis ici, les pharma suisses ne se soient prononcés dans la fabrication d'un vaccin. Alors, il a naturellement été protégé par un brevet, mais c'est quand même surprenant, et d'autant plus surprenant que les frais de recherche peuvent être déduits fiscalement au nom d'une réforme fiscale introduite récemment, là, la RFA, peut être répétée. Donc, il n'avait absolument rien à perdre à se lancer dans la production d'un vaccin. D'autant plus que c'est assez scandaleux dans les pays riches ont déboursé des milliards pour financer la recherche sans rien demander en contrepartie. Donc, et là, effectivement, ça c'est un problème très vaste parce que, en fait, les États riches ont monopolisé virtuellement, parce que les vaccins ne sont pas là, mais ils ont réservé un nombre de doses qui est plus large que leur population, avec une foire d'emploi épouvantable, en faisant des chantages, voilà, comme Israël en particulier, qui a payé la Suisse, 35 millions de doses pour 8 millions. Voilà. Les pays riches, les pays riches avec 16% de la population mondiale, voilà. Ils ont acheté plus de 60% de la quantité de doses. Et donc maintenant, même si COVAX et l'OMS avaient l'argent pour fournir des vaccins dans les pays les plus pauvres, de toute façon, on ne peut pas les produire parce que tous ceux qui sont produits sont réservés par les pays riches. Donc là, vraiment, on est dans une situation difficile, mais j'ai vu qu'il y avait une pétition lancée aussi par Amnesty pour cette suspension au moins provisoire des droits de propriété. Il y a une campagne internationale très importante, oui, avec Publica et en Suisse. Si vous permettez, je vois que l'heure avance un peu, j'aimerais quand même venir rapidement sur cette question des inégalités, parce que bon, ça existe aussi en Suisse, mais les organismes de l'ONU ont par exemple estimé que la situation, j'avais noté une phrase d'un rapport, l'impact le plus sévère du Covid-19 dans les pays les plus pauvres, mais même pas le virus lui-même, mais les conséquences économiques bien plus dramatiques constatées dans les pays les plus pauvres et les plus touchés par des conflits. Il parle d'explosion de la pauvreté. Et selon ce rapport, ça signifie que 40% supplémentaires de personnes en 2021
auront besoin d'aide humanitaire et que le risque de famine est en train de monter. Et ça, c'est pour le monde en général, mais pour la Suisse, on a vu qu'il y a aussi une explosion de la pauvreté. Il y a juste un petit fait qui m'a, alors là pour la Suisse, qui m'a paru extrêmement parlant, c'est que le Conseil fédéral et le Parlement font ruisseler les milliards, à juste titre pour effectivement parer aux difficultés économiques des entreprises, voilà, des indépendants, des carrières, mais que ce qu'on a vu à Genève avec la file des sans-papiers, mais pas seulement, des plus précaires qui venaient chercher de la nourriture, c'est Médecins sans frontières et des organisations privées qui ont fait cette opération-là. Donc, en fait, la solidarité n'est pas venue jusqu'à ce niveau-là et que, chose plus grave encore, l'UDC et le mouvement citoyen genevois ont lancé un référendum contre cette aide votée par le canton de Genève pour venir en aide à ces gens-là. Donc j'aimerais juste encore maintenant qu'on reprenne cette question peut-être de la pauvreté et aussi sous l'angle alors de la migration avec cette réalité que vous connaissez sans doute Claude Calonne, que les migrants qui sont chez nous et qui ont un travail envoient de l'argent à leur famille restée dans leur pays d'origine et que cette masse d'argent est plus grande que le total des aides au développement des pays dans le monde. Et que là, étant donné qu'ils ont souvent perdu leur emploi, c'est vraiment un apport financier qui va cruellement manquer au pays d'origine de ces migrants. Sans compter, et là, alors, je voudrais peut-être vous poser la question, de revenir sur cette question de la migration. Est-ce que la pandémie, dans quel sens, comment la pandémie a influencé, a eu un impact sur la migration? Est-ce que celle-ci va progresser, va ralentir? Comment vous voyez la situation? Oui. Alors, j'avais d'abord deux remarques, puisque vous mentionnez la question de ce qu'on appelle traditionnellement l'aide au développement. Il y a deux événements qui m'ont beaucoup frappé ces derniers mois. C'est d'abord les partenariats et les partenariats publics-privés que Ignacio Cassi a imposé à la BDC, hein, qui est donc l'aide fédérale officielle au développement, avec les conséquences que l'on peut envisager, puisque confier à Nestlé une partie de la gestion des projets au développement, ça signifie confier ces tâches à une multinationale, et une multinationale qui peut échapper au droit national concerné par l'intermédiaire notamment du tribunal arbitral. Donc ça c'est extrêmement, vraiment extrêmement grave. Et puis l'autre point, ce qui m'a frappé, ce qui m'a également frappé, c'est que c'est que dans cette situation, et cette situation particulièrement difficile pour celles et ceux qui sont ici avec les différents statuts relatifs à la définition du réfugié. Je préfère à la désignation de réfugié celle d'exilé plus neutre que celle de réfugiés. Quoi qu'il en soit, beaucoup parmi eux ont perdu leur travail. Ce qui signifie évidemment qu'ils n'ont plus la possibilité d'envoyer à leur famille l'argent, une partie de leur salaire. Et c'est cette conjoncture, en particulier, que d'une part, le Conseil d'État, ici, du canton de Vaud, mais également, et de manière encore plus ferme, la Confédération, a choisi pour réaffirmer encore
l'illégalité du séjour des personnes qui n'avaient pas de permis de résidence et l'examen des régularisations, mais selon les règles actuelles, qui sont extrêmement restrictives. Alors, au lieu d'appuyer, d'essayer d'intégrer, ne serait-ce que par la régularisation des personnes qui sont dans une situation encore plus précaire qu'elles ne l'étaient au début de la pandémie, au contraire, on a réaffirmé le principe du séjour illégal et donc de cette menace d'exclusion qui pèse constamment sur notre survie ici. Tout à fait. Et là, c'est là qu'il aurait fallu avoir une représentante du Parlement parce que sur le partenariat public-privé dans l'aide au développement, enfin, un des anciens directeurs de Nestlé est devenu ce faveur vice-directeur c'est ça, de la DDC. Et les partenariats se font avec des entreprises comme Syngenta, comme Holcim, sur place. Et ça, c'est là vraiment, je ne comprends pas que le Parlement ne puisse pas intervenir. Ce serait intéressant aussi de savoir comment le Parlement va faire avec les multinationales responsables qu'on a refusées. Est-ce qu'on va se contenter de la loi? Enfin, tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses à reprendre. Effectivement, les gens qui se battent contre la migration et qui laissent, voilà, enfin, qui rendent les migrants, les exilés. Là, on a un problème de vocabulaire. J'aime bien le nom migrant plutôt que de requérant d'asile, mais surtout ce qui me fait hurler et ce qui me fait monter au plafond, c'est de parler de migration illégale. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas de loi, ça ne peut être que illégal et c'est tellement. Bon, encore migration illégale, c'est moins pire que migrant illégal. C'est un illégal. Aucun être humain n'est illégal. Donc, là, j'avais le sentiment que ben voilà, personne n'est illégal. On est d'accord. Voilà. Donc, effectivement, là, j'avais l'impression que la pandémie avait beaucoup aggravé. Donc, ceux qui sont contre l'aide au développement, mais contre la migration aussi, ils sont indirectement responsables de la mort peut-être et de la détresse de beaucoup de gens dans les pays plus pauvres. Avant de conclure, je voudrais quand même vous demander de revenir rapidement au printemps. Oui, pardon. Je préciser quand même quelque chose à propos, parce que ça c'est une distinction à laquelle je tiens. Pourquoi est-ce que je choisis plutôt le terme d'exilé, d'exilé, d'utiliser ou migrant ou réfugié? C'est parce que, par exemple, dans le nouveau pacte européen qui doit, dans les mois qui viennent, se substituer aux accords de Dublin III, ce pacte s'appelle Pacte sur la migration et l'asile. Et ces deux termes correspondent à deux catégories, et ces deux catégories, elles ont été, elles ont été enfermées d'une part, et puis elles ont été précisées, elles ont été actualisées. Le terme que je cherche, excusez-moi, elles ont été actualisées dans ces centres qui en fait sont ces centres qui sont censés être des centres d'accueil, qui en fait sont des centres de tri de Grèce, d'Italie du Sud, qu'on appelle les hotspots, où là, on interroge à travers des procédures relativement expéditives, des personnes qui sont, entre guillemets, accueillies, et on fait le tri entre demandeurs d'asile d'un côté, ou bien, au contraire, comme je l'ai dit au début du débat, migrants, et qui dit migrants dit digne d'exclusion. Raison pour laquelle je préfère employer le terme plus neutre d'exilé, pour montrer aussi que, en raison des migrations contraintes, en raison des nombreuses causes de ces migrations contraintes, on peut être, enfin, il n'y a pas de distinction possible entre le statut de réfugié d'un côté et le statut de migrant de l'autre.
dans ce domaine-là, alors ça nous permettra d'arriver dans la conclusion, dans ce domaine-là, il y a aussi un mouvement social très fort de protection des villes. Vous avez parlé au début de ce délit de solidarité, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas peur de connaître ce délit ou des conséquences. Donc là, il y a un mouvement social très fort et j'aimerais noter que, au fond, ce que vous avez dit, Sergio Ferrandi, de la force des mouvements sociaux, c'est quand même un point sur lequel on pourrait conclure relativement avec un certain optimisme. Vous avez parlé aussi de cette conjonction des luttes qui est en train d'ailleurs aussi de se faire entre la marche mondiale des femmes ou la grève des femmes en Suisse et la grève du climat. Donc là, j'ai le sentiment que vous considérez que c'est plus prometteur que de faire appel à la politique institutionnelle, sauf si on arrive à créer un mouvement de pression très fort vis-à-vis des décideurs. Est-ce que c'est juste de dire comme ça? Oui, je pense, pour moi, quand je parle de la solidarité, peut-être pour finir la réflexion d'aujourd'hui, et pour moi, la coopération officielle, c'est pas solidaire, globalement. Et vous venez d'expliquer la question, la conception de la Suisse, c'est de dire on va rentabiliser pour chaque franc qu'on dépense dans la coopération, en tout cas 2 francs. Et je ne peux pas dire que tout c'est comme ça. Il y a une partie d'aide humanitaire, on vient dans des situations de risque. Mais globalement, le concept global dans la nouvelle administration de Ignacio Cassi, c'est de dire que la coopération doit répondre aux priorités et nécessités aussi économiques et financières de la Suisse. Alors, si cette coopération officielle, que ce n'est pas seulement la Suisse, c'est presque la globalité aujourd'hui, et en crise de la perspective de la solidarité, ça nous reste renforcer les mouvements sociaux avec une vision différente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas frapper l'État, qu'il faut discuter avec l'État, parce que finalement, ce sont des fonds de nous, les citoyens. Alors, on a le droit de discuter, de faire un débat sur la coopération. Mais si on veut voir la perspective plus globale de la solidarité, plus comme tendresse entre les peuples, plus légitime, je dirais qu'il faut imaginer comment on développe ces réseaux. Moi, je vais peut-être finir avec une signal d'espoir. C'est le Forum social mondial de janvier. Jusqu'à toute l'année passée, j'ai écrit dans les tumultes qu'une des possibilités dans la récréation, dans la réinvention de la solidarité, ça serait de dire comment on reprend ce Forum social mondial, et personne parlait dans ce moment-là, parce que c'était... Et il faut dire qu'en 4 mois, entre octobre 2020 et janvier 2021, il y a une force énorme pour se autoconvoquer. Il y a un forum social mondial entièrement virtuel, digital, avec plus de 10 000 participants, avec 1300 organisations qui ont participé, avec 700 activités d'une grande qualité. J'ai été presque 8 jours, je ne dirais pas jour et nuit en suivant, mais je l'ai suivi avec une grande responsabilité parce que ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'il y avait de blablabla et qu'est-ce qu'il y avait de réflexion globale et stratégique. Et moi, j'étais étonné. Et l'autre chose qui ça m'étonnait, et j'ai fini, vraiment j'ai fini, quand j'ai fait l'interview finale des bilans de ce Forum social mondial à la personne qui avait structuré à niveau digital tous les forums sociaux mondiaux, j'ai demandé combien de gens il y avait derrière pour assurer 700 activités avec les traductions, avec des différents horaires. Quelle était la réponse? On était 4. 4 militants de la digitalisation qui sont mis à disposition. Ils ont monté la rencontre digitale la plus importante pendant la pandémie avec 4 personnes, une volonté politique incroyable et la disponibilité d'approcher le monde dans cette
espace virtuel. Très bien. Alors, nous irons au prochain Forum social mondial, de même que j'étais d'ailleurs au premier. Et sur cette note d'espoir et d'élan que vous nous donnez, je pense qu'on va conclure. Ah, pardon. Oui, pardon. Ce que je voulais ajouter aussi sur ce point-là, pour essayer de conclure quand même sur une note, disons, optimiste, sur une note un peu plus favorable que le tableau que nous avons dépeint ici sur différents aspects. J'ai aussi participé, dans une moindre mesure, de manière active, au Forum social mondial. Et je dirais que de ce point de vue-là, il faut vraiment agir sur le plan politique. Et en ce qui me concerne, cela correspond à des engagements d'ordre écosocialiste dans un mouvement en France, mais aussi évidemment dans un mouvement ici. Et quant à la solidarité et la solidarité concrète, d'une part, à Paris, je pas dire que je collabore, mais je soutiens un mouvement qui s'appelle Utopia 56, qui, en particulier dans ces quartiers du nord-est de Paris, essaie de prendre en charge les exilés qui sont à la rue, prendre en charge aussi les mineurs non accompagnés qui ont suivi la procédure de reconnaissance de leur âge et qui ont été éventuellement écartés, qui prend en charge les personnes malades aussi parmi elles, qui de temps en temps essaient de constituer un camp solidaire pour tenter de leur fournir un abri, ne serait-ce que temporaire. Et là, il y a toute cette solidarité aussi de la population parisienne, dans la mesure où, à travers tout un réseau, les personnes qui sont engagées à Utopia 56 sont en contact avec d'autres personnes qui sont d'accord d'accueillir une famille d'exilés, au moins pour quelques jours. Donc c'est cette solidarité concrète, et cette solidarité concrète aussi qui se marque dans les quelques contacts que j'ai pu avoir avec un sentiment humain tout simplement fort. Et ce sentiment humain, je l'ai aussi ressenti, pour un exemple tout à fait concret, dans le logement d'urgence qui a été installé maintenant dans la halle nord de Beaulieu, qui est géré par le Répit, où dans la halle, on a installé différentes tentes pour pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale. Et là, quand les sans-abri se présentent, aussi, quel que soit leur statut, quelle que soit leur origine, il y a une possibilité de boire quelque chose, une possibilité de manger éventuellement une soupe chaude, de s'asseoir, de discuter, et dans ces conditions extrêmement précaires, il y a quand même une forme de convivialité qui s'établit, une convivialité non pas uniquement entre les personnes concernées, mais évidemment avec les auxiliaires qui gèrent cette situation. Merci pour ces lueurs d'espoir sur la force des mouvements sociaux. Merci à vous d'être venus. Merci à Pascal Cotin qui leur a offert des éditions qui est à la technique précieux. Je vous signale quand même que demain, il y aura le 9e et avant-dernier débat, demain jeudi, qui sera consacré à la culture, animé par Michel Buller, avec Isabelle Panachier, Christophe Galin et Anne Paty. Voilà. À bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.